Durant la Prohibition, il a été l'un des criminels les plus célèbres. Il a été bootlegger, braqueur de banque et kidnappeur. On raconte que sa deuxième épouse, Catherine Thorne, lui aurait offert une mitraillette, lui aurait donné le surnom de Machine Gun et l'aurait encouragé dans ses activités criminelles. C'est ainsi qu'il est entré dans la légende, au même titre que les Bonnie and Clyde ou John Dillinger. Voici l'histoire de George Machine Gun Kelly. George Kelly Barnes est venu au monde le 18 juillet 1900 à Memphis, dans le Tennessee. Il a fréquenté le Mississippi College, mais dû à de mauvaises notes, il a abandonné ses études. Durant son adolescence, il a travaillé dans la contrebande d'alcool. À l'âge de 19 ans, il a épousé Geneva Ramsey. Le couple a eu 2 enfants. Ce mariage sera toutefois malheureux. George ne parvenait pas à garder ses emplois et la petite famille vivait dans la pauvreté. Le couple finira par divorcer très rapidement en 1919. George Kelly a tenté à quelques reprises de travailler honnêtement, mais sans succès. Il est retourné dans les années 20 à la contrebande. En 1927, les policiers l'ont arrêté pour vente illégale d'alcool. Kelly va s'en sortir sans trop de mal avec quelques mois de prison au Nouveau-Mexique. À sa sortie, il est retombé rapidement dans la contrebande, dans un réseau organisé dans le sud des États-Unis. En 1928, il a été arrêté une nouvelle fois pour vendre de l'alcool dans une réserve indienne à Tulsa, en Oklahoma. Il est condamné à purger 3 ans dans la prison de Leavenworth, au Kansas. Ces condamnations ne calmeront pas Kelly, bien au contraire. Durant son séjour, il fraternise avec des criminels endurcis, des braqueurs de banque comme Frank Nash, qui était surnommé le braqueur de banque le plus prospère de l'histoire des États-Unis, Thomas Holden, qui était à la tête d'un gang de braqueurs de banque avec son ami Francis Keating. On pense qu'à cette époque, Kelly a même aidé Keating et Holden à s'évader en 1930. Lorsque George Kelly a été libéré de prison en 1930, il était un criminel parmi tant d'autres, un voyou qui n'avait que peu d'envergure et inconnu du grand public. Les choses vont changer rapidement. Durant l'année, il fait la connaissance de Catherine Thorne. Les deux deviennent très liés. Ils se marient en automne et filent directement à Saint Paul, Minnesota, la ville favorite de beaucoup de criminels qui bénéficiaient de policiers corrompus qui fermaient les yeux sur des activités illicites. À Saint Paul, Kelly se retrouve en compagnie de ses 2 amis, Francis Keating et Thomas Holden. Catherine Thorne l'encourage dans sa vie criminelle et lui offre une mitraillette. À partir de ce moment, elle lui donnera le surnom de Machine Gun. Thorne était déjà une criminelle. Elle a insisté pour que Kelly s'entraîne avec cette mitraillette et elle veillait à ce que l'on connaisse le nom de Machine Gun. La légende George Machine Gun Kelly commençait à s'établir. De 1930 à 1933, George Machine Gun Kelly participe à un braquage avec Holden et Keating. Par la suite, ce sont de petits braquages de banques qui ont lieu dans le Mississippi, le Texas et Washington. Le FBI a construit durant ces années une réputation à Kelly de la même manière qu'il l'avait fait pour Ma Barker. On le décrivait comme un braqueur de banque avec une mitraillette à la main. En réalité, Machine Gun Kelly n'avait jamais tué personne. Il était un braqueur, un voleur avec une réputation surfaite.
En 1933, la réputation de George Machine Gun Kelly ne sera plus surfaite. Il passera même à l'histoire, considéré au même titre que les grands criminels de l'époque. Le 22 juillet 1933, à 23h15, Monsieur et Madame Charles Urschel jouent au bridge avec un couple d'amis, Monsieur et Madame Walter Jarrett. Charles Urschel est un riche magnat du pétrole. Il est extrêmement riche. Deux hommes masqués s'introduisent dans leur luxueuse demeure d'Oklahoma City. Machine Gun Kelly a une mitraillette à la main et son complice Albert Bates un pistolet. Il demande lequel des deux hommes est Charles Urschel. Devant le silence des deux couples, ils ont choisi d'enlever Charles Urschel et Walter Jarrett. Avant de partir, les kidnappeurs ont averti les deux femmes de ne pas appeler les policiers, sinon les conséquences seraient fâcheuses pour leurs prisonniers. Urschel et Jarrett ont été enfermés dans le coffre d'une berline Chevrolet et par la suite, les deux hommes sont partis rapidement. Madame Urschel a appelé immédiatement les autorités après le départ des deux criminels. Vers 1h du matin, Walter Jarrett est revenu à la résidence des Urschel. Après avoir relevé son identité, les ravisseurs l'ont libéré sur un chemin de terre parallèle à l'autoroute 23, à environ 20 km d'Oklahoma City. Jarrett a précisé que la voiture se dirigeait vers le sud. Entre-temps, Edgar Hoover a été contacté personnellement par Madame Urschel. Le FBI a coordonné une vaste enquête avec les États environnants, en coordination avec les policiers locaux. Tout a été mis en œuvre pour tenter d'identifier les auteurs de cet audacieux kidnapping. De nombreux appels anonymes ont été reçus. Tout le monde avait vu les kidnappeurs, mais en réalité, peu d'appels avaient une quelconque valeur. Quelques jours se sont écoulés avant que les autorités policières ne reçoivent des nouvelles des ravisseurs. Le 26 juillet 1933, John Catlett, un autre riche pétrolier de l'Oklahoma et ami de Charles Urschel, reçoit un colis. À l'intérieur, il retrouve une lettre écrite par son ami qui lui demande de servir d'intermédiaire pour sa libération. Il y a aussi une lettre personnelle adressée à Madame Urschel et une note dactylographiée des criminels, ordonnant à Catlett de se rendre immédiatement à Oklahoma City. Il y avait une autre lettre dactylographiée pour le Daily Oklahoma à l'intention de M. Kirkpatrick qui donnait les détails pour la rançon exigée. On demandait 200 000 $ en coupure de 20 pour libérer Charles Urschel. Il était précisé que la libération ne serait effective qu'une fois l'argent inspecté. Sinon, c'est leur otage qui en subirait les conséquences. 2 jours plus tard, le 28 juillet, une autre enveloppe à l'intention du Daily Oklahoma et de Kirkpatrick est reçue. Plusieurs marches à suivre sont indiquées pour remettre les 200 000 $. On menace une nouvelle fois en ces mots. Souvenez-vous de ceci. Si l'on tente une supercherie, vous trouverez les restes d'Urschel, et au lieu de la joie, il y aura un double chagrin, car quelqu'un de très proche et de très cher à la famille Urschel est sous surveillance constante et il souffrira également de votre erreur. Un rendez-vous est fixé à Kansas City le samedi 29 juillet. 200 000 $ en billets de vin usagés de la réserve fédérale ont été réunis. On décide que John Catlett va accompagner Kirkpatrick pour plus de sécurité. Les deux hommes sont arrivés à l'hôtel Muhlenbeck à Kansas City, Kirkpatrick s'inscrivant sous le nom de Monsieur Kincaid.
Le dimanche 30 juillet, Kirkpatrick reçoit un appel lui demandant de se rendre vers l'hôtel La Salle et de marcher vers l'ouest. On lui refusa la permission d'être accompagné. Kirkpatrick a suivi les instructions et pendant qu'il marchait, un homme s'est approché et lui a dit « Monsieur Kincaid, je vais prendre votre sac. » L'homme lui a dit de retourner à l'hôtel et que Charles Urschel serait libéré aussitôt que possible. Kirkpatrick est retourné à Oklahoma City et John Catlett à Tulsa. Le 31 juillet, après 9 jours de captivité, Charles Urschel est enfin chez lui. Urschel n'a pas perdu son temps durant qu'il était aux mains de ses ravisseurs. Il a fait un témoignage étoffé aux agents du FBI. Même s'il avait les yeux bandés, il s'était appliqué à estimer la durée du trajet, les arrêts, les routes empruntées et les bruits ambiants. Il se rappelait qu'une heure après son enlèvement, qu'il avait senti l'odeur du gaz et entendu le bruit de pompe à huile. Urschel a précisé que les routes étaient glissantes. Selon lui, jamais la voiture n'avait roulé sur une route pavée. Tout le trajet s'était déroulé dans des petites routes secondaires. Durant sa détention, il entendait un homme et une femme qui se parlaient. On lui demanda s'il avait un ami de confiance. Urschel nomma immédiatement son ami John Catlett. Urschel donna une information capitale. À chaque matin et à chaque soir, il entendait un avion qui passait au-dessus de la maison. Il estimait que l'avion du matin passait à 9h45 et celle du soir à 17h45. Durant la détention de Urschel, le FBI n'avait pas agi directement pour retrouver les auteurs de ce kidnapping. La priorité était le retour sain et sauf de l'otage. Il a été révélé que 2 jours après l'enlèvement, qu'il se doutait déjà que George Machine Gun Kelly et Catherine Thorne étaient impliqués. Avec cette enquête et les révélations d'Urschel, les policiers et les agents fédéraux avaient tout en main pour procéder à leur arrestation. Il ne restait plus qu'à suivre méthodiquement les indices. Le témoignage d'Urschel était solide. Les enquêteurs ont recoupé ces informations et les horaires des avions et les conditions météorologiques des environs. On en est venu à la conclusion que tout concordait avec la région de Paradise, au Texas. Un autre fait important qui confortait l'hypothèse des policiers était que la mère de Catherine Thorne, la femme de Machine Gun Kelly, vivait non loin de Paradise. Les agents du FBI se sont rendus à cette maison de M. et Mme R.G. Shannon. Tout concordait avec les précisions d'Urschel. Cette maison était le lieu de détention du riche magnat du pétrole. Des témoignages ont par la suite confirmé la présence de Machine Gun Kelly et de Catherine Thorne. On amena Charles Urschel sur les lieux et il reconnut immédiatement la maison. Il identifia le couple Shannon qui durent avouer les faits et qui révélèrent que les auteurs du rapt étaient Machine Gun Kelly et Albert Bates. Bates était un dangereux criminel avec un dossier judiciaire bien garni. On l'arrêta à Denver, Colorado, le 12 août 1933. On retrouva plus de 600 $ en sa possession qui faisait partie des 200 000 $ versés pour la libération d'Urschel. Bates avait une mitraillette en sa possession, mais n'a jamais eu le temps de s'en servir. Machine Gun Kelly, Catherine Thorne et Albert Bates
étaient les principaux auteurs de ce kidnapping. On leur reconnaissait des complices comme le couple Shannon et leur fils Harmon, qui avaient abrité Urschel tout au long de sa détention. Harvey G. Bailey, Albert L. Bates, R.G. Shannon et Ora L. Shannon ont chacun été condamnés à la prison à vie. Harmon Shannon à 10 ans de probation. Edward Barney Berman et Clifford Skelly ont chacun été condamnés à 5 ans de prison. George Machine Gun Kelly et Catherine Thorne ont échappé à la justice durant de longues semaines. Le couple s'était terré à Memphis dans l'anonymat le plus complet. L'enquête du FBI a révélé qu'il vivait chez un dénommé J.C. Tichenor. Le 26 septembre 1933, 2 agents spéciaux sont arrivés à l'aube. Ils ont investi la demeure. George Kelly n'a eu aucune chance de réagir, ainsi que Catherine Thorne. Encore une fois, le FBI a fabriqué une légende en affirmant que Machine Gun aurait crié « Ne tirez pas G-Man! Ne tirez pas G-Man! » Il semble certain aujourd'hui que Kelly n'a jamais prononcé ces mots, même s'il s'est rendu sans résistance. Le couple devait maintenant faire face à la justice. On les ramena à Oklahoma City. Il était certain qu'une lourde peine attendait les auteurs de cet enlèvement. Machine Gun Kelly et Catherine Thorne ont subi leur procès à Oklahoma City. Le juge se nommait Edgar Vaughn. Les avocats avaient peu à offrir pour la défense de leurs clients. Les preuves étaient accablantes quant à la participation du couple dans ce kidnapping. Le 12 octobre 1933, ils ont été condamnés à la prison à vie. L'enquête s'est poursuivie longuement. Au total, 21 personnes ont été condamnées dans le kidnapping de Charles Urschel. 6 personnes ont été condamnées à vie et les 15 autres personnes ont totalisé plus de 58 ans d'emprisonnement. Même si George Machine Gun Kelly et Catherine Thorne n'ont tué personne, ils ont reçu une dure sentence de prison à vie. Cette condamnation peut s'expliquer. Durant quelques années, les enlèvements sont devenus un fléau aux États-Unis. La peur s'est installée peu à peu parmi les gens avec du prestige et de l'argent. Le cas le plus célèbre est celui de l'enlèvement du bébé de Charles Lindbergh. En 1932, le président des États-Unis, Herbert Hoover, a signé la loi Lindbergh. Le kidnapping était maintenant considéré comme un crime fédéral, ce qui permettait aux agents du FBI d'intervenir avec d'énormes moyens et de poursuivre les ravisseurs à travers tout le pays. Si ce kidnapping a été déterminant pour l'adoption de cette loi, il ne fut pas le seul. Un autre enlèvement qui a été publicisé à l'époque est le point de départ du Federal Kidnapping Act. En janvier 1932, Howard Arthur Wolverton, un industriel de South Bend dans l'Indiana, a été enlevé par nul autre que George Machine Gun Kelly et Catherine Thorne. Cet enlèvement est survenu 6 semaines après celui du bébé Lindbergh. Les criminels exigeaient 50 000 $ pour délivrer Wolverton. Wolverton a été libéré sain et sauf après moins de 24 heures de captivité. Il avait payé lui-même sa rançon qui se finalisa à 8 000 $. Machine Gun et Thorne étaient bien fiers de leur coup, mais ils ont contribué à un durcissement des lois. Cette affaire avait laissé sa marque parmi la population. L'enlèvement du bébé Lindbergh a convaincu le Congrès des États-Unis
qu'il était temps d'agir. Quant à Machine Gun Kelly, ce premier enlèvement partiellement réussi lui a donné la confiance pour un plus gros coup qui se nommait Charles Urschel. Mal lui en prit, cet enlèvement l'a mené à sa perte. Ce fut le dernier acte criminel qu'il tentera. Machine Gun Kelly a été emprisonné dans la fameuse prison d'Alcatraz à San Francisco, Californie. Cette prison a ouvert ses portes en 1934. Elle a été conçue pour intimider les criminels endurcis. La réputation de cette prison faisait peur, égard à ceux qui commettaient des crimes graves, car c'est Alcatraz qui les attendait. Avec sa réputation, George Machine Gun Kelly était destiné à y passer de longues années. Mais contrairement à ce qui se racontait sur son compte, George Kelly était loin de se comporter comme un criminel endurci. C'était même le contraire. Il était un détenu modèle. Un prisonnier comme Willie Radke a témoigné que Machine Gun était un homme profondément intelligent et apprécié des autres détenus. Il avait parfois la réputation de se vanter. Certains ne le prenaient pas au sérieux et lui avaient même donné le surnom de Pop Gun Kelly. Kelly s'est impliqué durant sa détention à Alcatraz. Il a travaillé à la blanchisserie et a même été enfant de chœur à la chapelle de la maison. Il regrettait ses crimes et avait le sentiment qu'il avait été puni beaucoup trop durement. Il a écrit à des responsables du gouvernement pour se plaindre des pauvres conditions imposées à Alcatraz. Il a écrit à Charles Urschel pour s'excuser de son crime envers lui, mais il n'a jamais reçu de réponse. Il a vécu sa peine dans une relative discrétion et espérait un jour d'être transféré dans une prison avec de meilleures conditions. Machine Gun Kelly a passé 17 années à Alcatraz. Le 1er juin 1951, il a finalement été transféré à la prison fédérale de Leavenworth, au Kansas. Enfin, il avait de la liberté et surtout, il pouvait écouter la radio. Le 17 juillet 1954, le jour de son anniversaire, il meurt des suites d'une crise cardiaque à seulement 54 ans. Il n'a jamais revu son épouse Catherine Thorne, qui a été libérée après 25 années de prison. Elle est décédée en 1985, à l'âge de 81 ans. George Kelly Barnes est venu au monde le 18 juillet 1900 à Memphis, dans le Tennessee. Dès son adolescence, il a travaillé dans la contrebande d'alcool. À 19 ans, il a épousé Geneva Ramsey. Le couple a eu 2 enfants, mais cette union a été malheureuse et ils se sont rapidement séparés. En 1928, ses activités dans l'alcool l'ont mené directement en prison. Durant son séjour, il a été en contact avec des criminels endurcis et des braqueurs professionnels. Toutes ces connaissances ont fait en sorte qu'à sa sortie de prison, il était prêt à continuer dans la contrebande et les braquages. La rencontre en 1930 avec Catherine Thorne a été déterminante dans sa vie. Elle l'a encouragé dans le crime et lui a acheté une mitraillette en lui donnant le surnom de Machine Gun Kelly. De 1930 à 1933, Kelly a participé à des petits braquages dans divers États. Le 22 juillet 1933, il décide de passer à la vitesse supérieure.
en compagnie d'Albert Bates. Il enlève un riche magnat du pétrole, Charles Urschel. Ce kidnapping a été le dernier acte criminel de Machine Gun et a entraîné sa perte. Une enquête d'envergure du FBI a ciblé Machine Gun, Kelly et Catherine Thorne comme les auteurs probables de cet enlèvement. Le témoignage solide de Charles Urschel et les indices amassés par le FBI ont conduit les autorités vers la maison où le riche homme d'affaires avait été tenu captif. Tous les complices du couple ont été arrêtés dans cette affaire. Le 26 septembre 1933, le couple Kelly a été arrêté. Le 12 octobre 1933, ils ont été condamnés à la prison à vie. George Machine Gun Kelly a passé le reste de sa vie en prison, dont un long séjour de 17 ans dans la dure prison d'Alcatraz. Il s'est comporté comme un détenu modèle qui s'impliquait dans la vie du pénitencier. Il était un homme apprécié par les autres détenus. Son comportement était bien loin de la réputation qu'on lui avait accolée. Même s'il s'appelait Machine Gun Kelly, qu'on le décrivait comme un homme avec une mitraillette à la main, la réalité était qu'il n'avait jamais tué personne. Durant ces dernières années, il regrettait profondément les gestes qu'il avait posés. Le 17 juillet 1954, George Machine Gun Kelly meurt des suites d'une crise cardiaque à seulement 54 ans. Il est l'un des personnages les plus importants dans le monde criminel des années 20 et 30 aux États-Unis.